Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du retour d'expérience sur situation dramatique en protection de l'enfance. Il s'agit d'évoquer une façon de faire, une méthode, d'en présenter l'utilité et la nécessité même. Il ne s'agit pas de transmettre l'intégralité des outils, des techniques, ça relève plus de la formation. Alors le motif de départ, eh bien, c'est la maltraitance infantile mortelle, celle qui tue les enfants, le nombre excessif de décès d'enfants dans ce pays chaque année, des suites, des mauvais traitements infligés par la famille, l'environnement, par les parents. Des études ont été faites, des chiffres ont été produits. Alors les chiffres valent ce qu'ils valent, mais à titre d'indicateur, ils présentent quand même un intérêt. On parle de 72 décès d'enfants par an. Et je parle de situations dans lesquelles les services sociaux, les services de protection de l'enfance sont présents, ils interviennent, mais ils n'y arrivent pas, malgré leur intervention, l'issue fatale atteint l'enfant. Alors on a tous en tête les affaires qui défraient la chronique trop souvent, des affaires comme celle de la petite Mélanie qui décède des maltraitances causées par ses parents et qui n'en dit mot, qui n'en parle pas vraiment, ou alors qui en parle d'une telle manière que les intervenants ne comprennent pas, ne savent pas interpréter les signes suffisamment clairement, suffisamment à temps, elle en décède. Je pense aussi au petit Bastien qui décède dans le tambour de la machine à laver parce que son père l'a enfermé là. C'est vraiment des drames totalement aussi révoltants qu'épouvantables, qui meurtrissent tout le corps social. Il y a effectivement de quoi s'alarmer. Comment ça se fait qu'on continue de se produire ces phénomènes-là malgré l'état des connaissances qui sont en progression dans les différents domaines de la protection de l'enfance? Alors, certainement, il y a la lourdeur des procédures, ça s'arrange pas, la protection de l'enfance, il y a de plus en plus de procédures, des papiers à remplir, des démarches dites qualité qui prennent souvent, qui absorbent beaucoup du temps clinique, du temps de présence auprès des personnes qui en ont besoin. Sûrement aussi un défaut de coordination. Le partenariat, c'est un joli mot, mais pour faire en sorte que ce soit pas seulement une outre vide, mais qu'il y ait vraiment une collaboration efficace, enthousiaste même, dirais-je, entre les services, eh bien, c'est pas donné d'avance. Un manque de compétences, non pas que les professionnels soient incompétents, ils ont leurs compétences, mais pas suffisamment, et pas suffisamment des compétences qui sont pas suffisamment au point pour les situations les plus dures, celles dans lesquelles la psychopathologie est telle qu'elle tend à annihiler l'intelligence et les savoirs des intervenants. D'où probablement un défaut de formation. Alors, il ne s'agit pas de formation initiale, là. Il y a des savoirs que seule la formation continue peut apporter, parce que pour qu'ils soient opérants, il faut que les gens qui se forment aient déjà accumulé une certaine expérience, et été confrontés aussi à l'échec dans leur mission, pour avoir vraiment envie d'aller vers des savoirs plus élaborés, plus approfondis. Alors aujourd'hui, dans ce pays, le diagnostic a avancé, je dirais le diagnostic institutionnel, les failles institutionnelles ont été repérées. Je pense à des documents comme le rapport écrit par Alain Grevaux, justement, suite à l'affaire de la petite Marina, à la demande du défenseur des droits des enfants, les mécanismes pervers qui sont à l'œuvre, on les voit bien. Par contre, ce que je trouve moins développé dans la littérature, dans ce que moi j'ai pu en appréhender, c'est plutôt la question du comment. Bon, d'accord, on voit que ça dysfonctionne. Maintenant, comment on fait pour traiter ça? Où sont les outils? Moi, je travaille là-dessus. C'est mon job, fabriquer les outils en protection de l'enfance depuis plus de 20 ans. Il y en a certains qui fonctionnent.
plus ou moins bien, j'y travaille, certains que j'améliore, certains qui sont utilisés par pas mal de praticiens. Alors, pourquoi ne pas les utiliser pour aller dans le sens de réduire l'ampleur des lacunes courantes. D'où le titre de cette intervention, hein, le retour d'expérience sur les situations d'événements dramatiques en protection de l'enfance. Alors, cette notion d'événement dramatique en protection de l'enfance, je le considère comme un concept qui a été développé très récemment, tout récemment, par l'ONEP, l'Office national de la protection de l'enfance, dans une brochure, un livret publié en 2019 sur cette question-là. Et l'ONEP produit une définition que je trouve tout à fait intéressante. Je vais vous la livrer. Alors, un événement dramatique en protection de l'enfance, c'est un événement ayant provoqué une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'un ou de plusieurs enfants, repérés ou accompagnés. Donc, la définition spécifie clairement que le dégât a été commis. Il y a eu une atteinte grave, l'intégrité de l'enfant a été entamée, a été altérée profondément, gravement. Second terme, le retour d'expérience. Donc les démarches de retour d'expérience sont développées dans différents domaines, suite à des événements significatifs, graves ou pas. On cherche à l'issue de ces événements à analyser rétrospectivement les circonstances qui l'ont produite, de façon à en avoir une meilleure compréhension et à pouvoir intervenir de manière plus efficace, le cas échéant, lors du nouveau surgissement de prochaines éditions de ce type d'événements. Alors, ce qui manque à tout cela, selon moi, c'est le jalon intermédiaire, c'est le temps de la prévention, le temps T-1 de l'événement dramatique. Et là, je travaille sur le repérage de ce concept-là avec des partenaires, des collaborateurs. On a produit une définition dans les travaux récents qui n'est pas encore finalisée. Elle est encore en cours de travail, mais je vous la propose. C'est la notion de situation d'enfant en risque crucial. Alors, on en est là aujourd'hui de cette définition. La situation d'enfant en risque crucial caractérise la mise en danger de l'existence d'un mineur dans une complexité dont l'ampleur neutralise le discernement professionnel. Donc on voit là une différence notoire avec la définition de l'événement dramatique en protection de l'enfance, c'est que là le préjudice irréversible n'a pas été, comme il n'a pas encore eu lieu, mais il est imminent. Il est imminent car il a été repéré, mais repéré de telle sorte que les professionnels ne parviennent pas à enrayer le processus. Leur discernement, c'est-à-dire leur capacité d'intelligence collective, est entravé et altéré. Ils n'y arrivent pas. Donc l'idée de cette démarche, c'est de parvenir à intervenir à temps pour éviter l'issue fatale. Donc pour cela, mieux équiper les professionnels. Non pas qu'ils ne soient pas équipés, ils connaissent leur métier, ils savent faire dans la grande majorité des situations, mais la protection de l'enfance, la pratique de la protection de l'enfance enseigne qu'il y a des situations tellement folles, avec des pathologies tellement graves et tellement contaminantes, on dirait virales aujourd'hui, en réalité, que l'intelligence des professionnels ne fonctionne plus, est annihilée. Alors pourquoi pas utiliser les outils de la méthodologie d'évaluation clinique afin de mieux équiper les professionnels. Lorsqu'un enfant décède ainsi, c'est un drame terrible pour tout le monde. Bien sûr, en premier lieu pour l'enfant qui perd sa vie. Le droit à la vie, le droit de grandir, de croître, de se développer, de travailler, d'aimer, et de fonder famille. La famille aussi, bien sûr, va prendre très cher au passage, puisque si elle est dans un fonctionnement pathologique destructeur, c'est pas ça qui va l'arranger. L'entourage, bien sûr, va être également atteint, les voisins, le quartier, l'école, les associations connaissant l'enfant,
le village, le quartier, la cité, tout le monde va être impacté. Et les professionnels, bien sûr, plus ils auront été proches de l'enfant dans leur intervention, plus ils vont être assaillis par une culpabilité énorme, même si ils n'ont pas agi directement, bien sûr, en défaveur de l'enfant, ils ne sont pas arrivés à exercer leurs mesures de protection, quoi, leur mission. Très forte culpabilité, avec des phénomènes qui peuvent se produire, bassement humain en quelque sorte, on se rejette la patate chaude, tel service va imputer la responsabilité du drame à tel autre service qui n'a pas bien fait son travail et vice versa, et ça peut tourner en un cercle dommageable comme ça. Alors, il va, notamment pour éviter que ça aille trop loin, il va y avoir le temps du débriefing, qui est un moment important où les gens qui ont vécu des choses dures vont pouvoir expulser des catharsis, sortir de son esprit, les éléments trop pénibles, trop durs. Le temps du débriefing est vraiment important, fait par des services spécialisés. Et puis, dans le même temps, va aussi se profiler le moment de la sanction dans certains cas, quand les manquements ont été caractérisés, ont été identifiés, sanctions internes, sanctions administratives, sanctions institutionnelles, et puis aussi sanctions judiciaires, puisque la justice va mener son investigation quand elle le devra. Puis, dans un temps ultérieur, tout cela est un processus à la fois individuel et collectif qui met du temps à s'opérer, va venir le temps de l'interrogation. C'est-à-dire que les acteurs du drame, notamment les acteurs professionnels, vont s'interroger, mais comment que ça se fait, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, quoi. Donc un besoin de comprendre. Les uns les autres, aux différents niveaux d'intervention, les directions, le terrain, les cadres de proximité, tous auront compris qu'il y avait quelque chose qui s'est mal passé, il y a des lacunes, il y a des choses qui vont pas dans les pratiques, qu'elles soient individuelles ou collectives, et ça fait naître un très fort désir de remédiation, quoi. Plus que ça soit produit, ça faut qu'on trouve le moyen de faire autrement pour progresser. D'où cette volonté, ce besoin, ce désir d'engager une démarche de retour d'expérience. Et alors, pas une mauvaise idée de se doter des services d'un consultant externe pour pouvoir mieux prendre de la distance, analyser, comprendre ce qui s'est passé. Alors, il y a un cahier des charges à produire, donc le cahier des charges typique que peut élaborer une collectivité territoriale en quête d'un intervenant pour engager la démarche de retour d'expérience va tourner autour de trois axes principaux. Il y aura d'une part la qualité des informations qui ont été apportées sur la trajectoire de l'évaluation de la situation de cet enfant. Est-ce qu'elles ont permis d'apprécier le niveau de danger ou pas? Bien sûr, en général, non, sinon on ne serait pas là, mais justement de comprendre comment et en quoi. Deuxième point, la mise en forme de la présentation des constats, des analyses, des diagnostics. Est-ce qu'ils ont été présentés, transmis d'une manière efficace, ou alors est-ce que ça peut expliquer que le décideur n'ait pas pris la bonne décision, finalement, expliqué en partie. Et puis enfin, les modes de collaboration entre services. On se rend bien compte que ça n'a pas communiqué comme ça aurait dû, les documents pas forcément circulé comme ils auraient pu le faire, des problèmes de concertation, de compréhension. Donc voilà, les grandes lignes du cahier des charges.